Bon, bonsoir. Merci beaucoup de votre venue. Merci surtout à vous, Ariana, pardon. Ça commence bien. Ariana Harwitz et Alexandra Carrasco, pour participer à cette présentation du livre d'Ariana Harwitz qui s'intitule Erreur de jugement et qui vient de paraître aux éditions d'Alva dans une traduction très souple, élégante, donc signée Alexandra Carrasco. Merci beaucoup de votre présence. Vous savez que Ariana donc, est écrivaine argentine. Je crois que ce n'est pas la peine de la présenter longuement. Vous avez fait une entrée remarquée, plutôt fracassante dans le paysage littéraire argentin avec votre premier ouvrage qui s'intitule, votre premier roman qui s'intitule Matate Amor ou Crève mon amour, qui était paru, je crois, en 2018 en espagnol et qui est paru en France aux éditions du Seuil en janvier 2020. Malheureusement, c'est un ouvrage comme d'autres d'ailleurs qui est tombé un peu dans le vacuum de la... enfin, qui était créé par la pandémie et par les mesures de distanciement qui étaient prises. Et le livre aurait probablement eu un succès plus retentissant. Toujours est-il que c'est éventuellement pour cette raison-là qu'il sera réédité, non plus au Seuil, mais aux éditions 10-18, je crois, cette rentrée, toujours dans la même traduction donc, qui était signée déjà au Seuil par Isabelle Gugnon et qui sera donc réédité aux éditions 10-18. Vous avez également publié en tout, je crois, 5 romans. Cinquième étant Erreur de jugement, dont on parlera ce soir. Vous avez aussi signé un livre de dialogue qui s'intitule Desertar, qui porte sur les questions de la traduction. Et puis vous avez signé aussi un recueil, enfin un essai, disons, qui s'appelle El ruido de una época, ou le bruit d'une époque, ou le bruit de notre époque, je ne sais pas comment vous souhaiteriez le traduire, qui est une sorte j'ai l'impression que c'est une sorte de presque de précis de votre éthique littéraire. Et je pense que c'est aussi un sujet qui m'intéresserait beaucoup de parler avec vous sur votre conception de la littérature, qui est quand même extrêmement personnelle et poignante. Alors, pour résumer très rapidement ce livre, ce dernier roman, donc Erreur de jugement, ce roman nous amène sur les traces d'une femme. Elle est étrangère, on apprend qu'elle est argentine, on apprend aussi qu'elle est juive. Elle vit en France, dans une campagne française qui d'ailleurs si précisément cernée que l'on oublie des fois qu'on est en train de lire un livre traduit, parce que c'est vraiment quelque chose qui est... C'est d'ailleurs un sujet qui est un peu laissé de côté. Enfin, en tout cas, j'étais vraiment captivé par votre regard sur cette France un peu périphérique ou périurbaine. Dans cette France où habite donc cette femme qui est en instance de séparation de son mari. Elle a un historique littéralement de violence avec son mari. Elle a perdu la garde de ses 2 enfants. Elle est mère de 2 jumeaux. Et après une tentative de récupérer le droit de visite qu'elles sont un peu vouées à l'échec, elle prend la décision radicale de kidnapper ses 2 enfants et de partir en voiture vers la mer. Donc, cette intrigue quand même très poignante et coup de poing est portée par une langue. J'ai lu dans un entretien de vous que vous avez cette expression, la langue qui arme ma littérature. J'ai beaucoup aimé ça. Vous avez vraiment une langue qui est qui porte votre intrigue, et c'est une langue pour aller très vite, mais je voudrais que vous entendre aussi là-dessus, qui est presque incarnée par ce double sens du titre, Erreur de jugement, qui est à la fois donc évidemment une erreur de jugement d'un point de vue juridique, mais ça traduit aussi l'erreur de jugement que commet le personnage principal. Et je pense que c'est dans cette oscillation, dans cette proximité entre finalement l'observation précise, l'analyse directe et faite, et puis la déviation, la subjectivité qui est portée par la langue. C'est entre ces 2 pôles que se développe votre écriture et qu'est porté aussi ce personnage tout à fait extraordinaire qui est cette femme. Peut-être aussi... ce qui est aussi pour moi un symptôme ou quelque chose qui rend ce personnage si attachant et cette langue si intéressante, c'est qu'au départ, on a mis
du temps à comprendre qui c'est. À un moment donné, on apprend que son prénom est abrégé par la lettre L. Et ce n'est qu'à la fin, à la toute fin du livre, lorsqu'apparaît un avis de recherche, qu'on apprend son véritable nom. Donc c'est comme si on était un peu dans le flottement et finalement son identité est clouée sur l'avis de recherche par Interpol, mais pendant tout le livre, son identité est un peu fluctuante. Voilà. Donc c'est un livre absolument captivant qui se lit d'une traite, porté par un monologue intérieur, entrecoupé ça et là par des passages en italique qui renvoient un peu, qui nous ramènent un peu sur l'histoire et le passé de ce personnage. Mais c'est un livre qui va donc jusqu'au bout de cette question: que fait une mère pour récupérer ses enfants et qu'est-ce qui se passe au cours de cette trajectoire. Je voudrais commencer en vous citant une phrase, alors peut-être aussi pour dire que on aura un moment, on décidera ça ensemble, où on lira un extrait du livre, quelques pages du livre en espagnol, et puis Alexandra lira aussi le même passage de la traduction en français. Et je dirais la première phrase que je voulais vous citer coïncide par, peut-être pas par hasard, mais parce que c'est une phrase intéressante avec celle que je voudrais que vous lirez aussi. Elle se trouve page 45, où cette femme qui réfléchit à voix haute dit: la vie met beaucoup de temps à devenir réelle. Parfois, elle ne le devient jamais complètement. Tout finit par être moins qu'on ne le pensait. Je trouve cette idée très intéressante. Au fond, je retrouve un peu ce que disait Annie Ernaux aussi à un moment donné dans une introduction d'un livre où elle dit: la vie ne devient réelle que lorsqu'on l'écrit. Et je trouve cette idée très intéressante. Je pense qu'elle est déjà en filigrane dans votre roman, donc Crève mon amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous cernez la vie véritablement à travers votre littérature? Est-ce qu'il faut écrire pour vivre? Oui, c'est Annie Ernaux qui a volé la... C'est moi qui l'a dit en première, la phrase. Je vous crois sur parole. Oui. C'est elle qui a le prix Nobel, mais c'est moi qui... Bon, bonsoir. Je viens de m'apercevoir qu'il y a plusieurs témoins de mon jugement ici, notamment deux que je vois. Ils ne se sont pas déplacés dans le comment dire, bon, bref, et dans le jugement même, mais ils ont été témoins, vous savez, lors d'un jugement, d'un procès. Il y a bien sûr des lettres qui doivent faire les témoins, et il y en a deux ici au moins. Donc je me sens un peu dans une présentation d'un livre, Erreur de jugement, mais aussi je me sens dans un espèce de procès judiciaire à la Maison de l'Amérique latine. Ah, j'ai tellement peur. J'ai pas envie de voir rentrer mon avocate, qui s'appelle Lisa, comme le personnage principal. Alors, on parlera du procès de la traduction. Merci beaucoup. Merci à la Maison de l'Amérique latine. Je me souviens de la dernière fois que j'étais ici. Alors, erreur de jugement, quoi dire de ça? J'ai l'impression, je ne sais pas encore si je suis totalement confuse. Je ne sais pas si je suis dans l'écriture encore de ce roman, ou si je suis dans la vie. Je ne sais pas si je suis libérée encore, émancipée de ce cauchemar du procès judiciaire, ou si je suis libre parce que j'ai écrit. Alors, je suis encore entre les deux, parce que ça ne fait pas si longtemps que j'ai écrit ce roman. Bon, il est sorti cette année ici en France, à la rentrée littéraire, grâce à Dalba, mais il y a l'année dernière à Buenos Aires. Alors, moi, je suis sûre que si je ne pouvais pas écrire ce roman, j'aurais kidnappé mes enfants. Alors, oui, l'écriture, pour moi, me sauve de passer à l'acte, me sauve complètement de passer à l'acte et de passer du côté de l'illégalité. C'est une sorte de Ou alors, de protection. Si tu avais kidnappé tes enfants, tu n'aurais pas écrit ce livre. Bah, c'est sûr et certain. Soit je fais, je passe à l'acte dans la vie, soit je passe à l'acte dans l'écriture. Alors, c'est un passage à l'acte, parce que parfois on dit c'est une autobiographie ou pas. Et je dis bien sûr que oui, bien sûr que non. Non, parce que je n'ai pas kidnappé mes enfants, je ne suis pas recherchée par Interpol.
Quand vous allez à Charles de Gaulle, ou à Orly, ou à Ezeiza, à Buenos Aires, à l'aéroport, vous ne voyez pas, sûrement pas, j'espère, mon nom affiché dans la télé des gens qui sont recherchés par Interpol ou par la police. Mais en même temps, bien sûr, je n'ai pas fait ça, donc ce n'est pas autobiographique, mais je l'ai fait parce que je l'ai écrit. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tout à fait, oui. Mais je l'ai fait, bien sûr que je suis passée à l'acte. Pourquoi? Parce que j'étais capable, comme tous les écrivains ici, d'imaginer ça, de l'apercevoir, de l'imaginer jusqu'au dernier détail et surtout de l'écrire. Alors, c'est totalement une autobiographie parce que je l'ai écrit. Mais donc, ça donne aussi c'est-à-dire, ça donne à la fois une liberté, l'écriture, évidemment, mais ça donne aussi, c'est aussi un champ dans lequel on peut vraiment aller jusqu'au bout. On se disait tout à l'heure, hors la présentation, que quelque chose qui me fascine, c'est que vous écrivez d'une façon absolument sans compromis. Vous avez une approche de la littérature qui est presque combative. Et il me semble que c'est peut-être aussi dans ce domaine-là où vous pouvez aller jusqu'au bout, vous pouvez expérimenter une idée jusqu'au bout, et donc quitte à amener les enfants qui sont kidnappés par cette mère jusqu'en Argentine, hein, parce qu'on débarque vraiment à Buenos Aires. Mais vous ouvrez, quand je parle de tabou et d'aller jusqu'au bout, vous allez encore plus loin. Vous ouvrez le roman avec l'évocation de la probabilité que vous situez à 1% que les gens peuvent donner des tueurs en série. Vous voulez le lire? Peut-être qu'on peut le lire. Oui, c'est l'ouverture. Il est évidemment très coup de poing, comme beaucoup de ce que vous écrivez, mais effectivement, lisez-le. Ça, c'est une bonne idée. On a demandé à des tueurs en série ce qu'ils avaient ressenti la première fois, si tuer avait été un geste glaçant. Pas tant que ça, à vrai dire, ont-ils répondu. On voit dans des vidéos de surveillance des assassins ou des kidnappeurs d'enfants aller déjeuner au restaurant avant de se jeter sous un train ou après avoir tué un enfant et l'avoir déposé, bien enveloppé, sous un lit d'hôtel. Les serveurs s'accordent à dire qu'ils mangent avec appétit, qu'ils sont d'humeur légère et cordiale. 99% du temps, nous sommes des gens normaux, disent les parricides. La différence ne réside que dans le 1% restant. Ce petit 1% est tout ce qui nous sépare des criminels. Un juste avant et juste après, un tout petit rien. Oui, c'est la littérature des 1%. C'est toute ma littérature, je viens d'inventer ça, hein, c'est pas préparé. Non, c'est ma littérature des 1%. C'est pas 1% les plus riches, c'est les 1% les plus... Non, les plus criminels, les plus... Non, les 1% des différents entre les criminels et nous. Et non, j'aime bien, je m'amuse bien à contempler, à rechercher, à bien regarder les images, parce que maintenant on a toutes les images de tous les assassins. On peut le voir en direct avant, dans 1940, et avant il fallait rechercher les archives, ouvrir les archives des assassins, des collaborateurs. Maintenant on a les collaborateurs partout dans les réseaux sociaux, c'est magnifique. Des collaborateurs à ciel ouvert, et donc on peut rentrer sur les réseaux sociaux et regarder. C'est horrible, c'est terrible, mais pour les écrivains, c'est le plaisir absolu, c'est le paradis fiscal Donc on peut regarder en filigrane, on peut bien regarder, faire de zoom et regarder comment les... Non, mais il y a des gens qui sont en train de rigoler. C'est mon accent, c'est quoi? Alors, non, on peut contempler, regarder de manière fixe comment un homme, une femme, hein, ils sont en train de manger, de demander l'addition, un dessert s'il vous plaît madame, le dessert, le café, et d'une tranquillité, d'une normalité, mais affreuse. C'est plus normal que moi évidemment, que toi Patrick aussi. Et une minute après, ou une minute avant, ils ont tué quelqu'un. Et donc c'est ce moment que je fixe pour le roman. Comprenez ou... Donc c'est pour ça que mes personnages ils sont pas totalement victimes ni pas totalement victimaires. Ce que j'essaie de travailler, ce basculement entre le normal et la normalité, entre le personnage qui va tuer quelqu'un, mais 5 minutes avant, il est complètement innocent. Il est en train de regarder la télé, il a ouvert son frigo. Mais 5 minutes avant. D'ailleurs, est-ce qu'elle les a vraiment kidnappés? Est-ce qu'elle les a
peut-être sauver, tout simplement, comme tu l'écris d'ailleurs. Ah, c'est une bonne question, parce que c'est un kidnapping. Il les a kidnappés selon la loi. Selon la loi, voilà. Selon le mari. Mais selon est-ce qu'une mère peut kidnapper ses propres enfants? Mais il faut dire aussi qu'elle met enfin, si on va un peu dans le détail du récit, elle met le feu à la maison des beaux-parents. Donc, elle les sauve du feu, pour le coup, mais c'est elle qui met le feu. Donc on est dans une ambiguïté assez frappante. Mais oui, de fait, elle les sauve. Elle les sauve de ces gens aussi, qui ont un côté un peu monstrueux. Alors oui, alors on peut aussi aller dans le... Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette façon de décrire à la fois ce milieu et cette France. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment admirable comment vous allez dans ces détails des supermarchés, enfin, des centres commerciaux dans lesquels cette mère ou vous, enfin maintenant... C'est pas moi, c'est le personnage. C'est le personnage qui va acheter ou voler des carambars pour les filer en douce aux enfants, alors que le personnage sait que les parents vont évidemment protester, enfin les grands-parents vont évidemment ne pas accepter que les petits-enfants mangent des sucreries. Il y a toute une détresse de cette mère, de ce personnage, à la fois matérielle, parce qu'elle est vraiment, de temps en temps, elle gagne sa vie en faisant des vendanges, mais enfin, sinon, elle est vraiment dans une situation absolument inadéquate pour pouvoir prétendre prendre en charge les enfants. Elle est complètement déclassée, elle est en défensive par rapport à la famille du mari, qui est une famille, donc, de l'ex-mari, qui est une famille française bien installée, et vous travaillez cet antagonisme entre votre personnage principal et son environnement de façon beaucoup plus précise que dans votre roman précédent, donc Crève mon amour, où on était aussi dans une campagne qui était européenne, mais on ne pouvait pas forcément dire que c'était une campagne française. Ça aurait pu être l'Allemagne, ou ça pourrait être l'Europe de l'Est, peut-être l'Europe centrale, comme on dit aujourd'hui. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une opposition entre une étrangère défavorisée par sa situation socio-économique et une famille, mais qui est aussi, elle, dans une situation de déclassement. Et là, dans la description de ce déclassement, vous êtes extrêmement précise. J'ai l'impression de lire une écrivaine française qui décrit quelque chose qu'elle a vu depuis sa naissance. Je suis très... Oui, le paysage. Le paysage, la structure, cette vie périurbaine, oui, où on prend le vélo ou la voiture, où on traverse les places, les ronds-points. Évidemment, il y a beaucoup de ronds-points. Il y a l'église abandonnée qui a pris feu en 40 et qui n'a jamais été vraiment restaurée. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, du déclassement, de la pauvreté qui donne l'arrière-plan. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est vraiment un tour de force de réussir à évoquer cela. Et ce qui est intéressant, et je vous laisse parler, c'est juste ce que je trouve intéressant, c'est que devant disons, cet arrière-plan, on a un personnage, et c'était un peu ma prochaine question, qui joue tout le temps. C'est un personnage qui joue à être avec les enfants, qui joue avec les enfants, qui joue avec l'avocate. Il y a des dialogues absolument savoureux entre le personnage principal et son avocate commise d'office qui essaie de lui expliquer comment il faut qu'elle se présente et comment il faut qu'elle se comporte pour avoir une chance devant le juge des affaires familiales. Et donc il y a toute cette introduction, je dirais, du récit qui présente vraiment ce personnage qui perd sur toute la ligne avant de prendre l'initiative et de kidnapper ou pas, comme vous dites, les enfants. Oui, non, je dis que c'est aussi, donc c'est effectivement, elle montre cette France, je ne sais pas si c'est la France profonde, mais enfin c'est une famille un peu atypique quand même, parce que c'est des anciens 68ards qui ont un rapport à la sexualité un petit peu limite quand même, ils sont dans une certaine promiscuité, enfin, et elle... Enfin, moi, il y a plein de façons de lire ce livre, hein, mais moi, j'ai vu aussi, peut-être parce que c'est une de mes obsessions,
qu'elle est un petit peu en lutte contre l'empire du bien, ce qu'on appelle, vous savez, il y a le fameux empire du bien. C'est-à-dire que c'est au nom du bien qu'on lui retire les enfants, c'est au nom du bien qu'ils ne peuvent pas manger de bonbons, qu'il faut qu'ils aillent se coucher à telle heure, et que là, c'est toujours au nom du bien. Et elle, c'est pas ce qui la motive, c'est pas... Elle c'est l'amour, mais encore que, et c'est pas très bien ce qu'est l'amour, mais enfin, c'est la vie, quoi. C'est le... Voilà, je sais pas si c'est comme ça que tu je ne sais pas. Non, mais c'est intéressant. Bon, plusieurs choses, parce que il y a 10 000 questions. La première, c'est que le paradoxe, c'est que je suis... voilà, ça n'existe pas de chez moi, peut-être, c'est une illusion, c'est irréel, mais disons que je suis chez moi à Buenos Aires et je suis incapable d'observer le quotidien, les détails, les observations les plus minuscules. À écrire avec la loupe. Vraiment, je suis incapable pour l'instant de le faire à Buenos Aires. Pourtant, en disant que je suis chez moi à Buenos Aires, au moins, personne ne me demande d'où tu viens. Je n'ai pas d'accent pour l'instant à Buenos Aires. Et ici, pas à Paris, parce que Paris, c'est autre chose, mais dans le paysage de tous mes romans, les 5 romans, et de tout mon imaginaire littéraire, c'est la campagne française que je sais, j'ai l'impression que je sais décortiquer, observer jusqu'au le détail les plus petits, l'ombre, la lumière et l'ombre, que je sais le peindre. Si j'étais Mais en même temps, je ne suis pas de là-bas, je suis une étrangère. Mes voisins le voient. D'ailleurs, la musique que j'écoute, ça n'a rien à voir. Enfin, et en même temps, je voulais dire que pour écrire, tout le temps, je me mets dans une position d'étrangère, parce que tout le monde le sait ici, parce qu'il y a des écrivains, d'artistes ici. Écrire, c'est pas autre chose qu'être capable de regarder tout avec une volonté, un désir de le rendre étranger, étrangère, de rendre un objet, on le sait, mais bon. Proust l'a dit avant moi, je crois, et Annie Ernaux peut-être aussi, mais bon, peu importe. Elle, mais être capable de regarder vraiment une chose jusqu'à la rendre vraiment étrangère, jusqu'à la défaire, la démonter, la pulvériser. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec tout. Et concernant, on ira peut-être à la maternité, mais tu m'as dit quelque chose qui est vrai, ce côté théâtral, ce côté des mises en scène de la maternité, parce que moi, dès le moment où j'ai accouché, mais ce même moment, j'ai senti que la maternité avait ce côté théâtral. Allez, je fais semblant d'être mère, je suis mère, mais plus que dans une relation amoureuse, érotique aussi, il y a ce côté-là partout, une relation d'amitié, mais surtout dans la maternité. C'est pour ça que c'est une obsession dans tous mes romans, tous mes livres. Il y a un côté, je fais semblant d'être mère. Alors, je fais la mise en scène de la maternité. Donc, elle est tout le temps en train de jouer la maternité, et surjouer, non? Elle exagère l'amour. Donc, c'est un jeu, je suis d'accord. Oui, absolument. Oui. Mais il y a aussi un autre jeu, il y a aussi le jeu dans son versant positif avec les enfants. Elle joue avec les enfants, elle joue à se déguiser, elle joue à, tiens, on va jouer dans la forêt. Donc il y a quelque chose, il y a aussi le jeu qui est le résultat de son côté démuni financièrement parlant, ne serait-ce que financièrement parlant. Elle part avec les enfants, donc elle est à la campagne, elle ne sait pas trop quoi faire, donc elle invite les enfants un peu à rentrer dans son jeu, mais c'est aussi... Tout ça, me semble, lui laisse aussi, et c'est pour ça que ça m'intéresse, d'un point de vue littéraire, ça lui laisse une extraordinaire liberté. Elle est complètement... On n'arrive pas... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, finalement, elle est clouée au mur avec son nom tout à la fin, avec la vie de recherche. Mais avant, elle est complètement... Elle est presque insaisissable, à la fois pour la justice, pour sa belle famille, évidemment, et ça lui donne cette liberté. Oui, elle a un prénom et un nom uniquement parce qu'elle est recherchée par la police, la justice, et parce qu'elle doit accomplir une punition. Mais sinon, il n'avait pas de nom ni prénom. Non, par rapport à la liberté, je crois que Sartre avait parlé avant de moi de ça, mais c'est particulier ce moment. Je ne sais pas s'il y a des chants de cinéma ici, enfin je sais que si, de cinéma, de théâtre, etc. Et bien sûr, le rapport au pouvoir et à l'art, ça a été toujours des rapports complexes. Ça n'a jamais été l'amour parfait. Mais en ce moment-là,
j'ai l'impression que tous les artistes, on est un peu harcelés par la peur, un peu persécutés, harcelés tout le temps par la peur. Est-ce que ce que je vais dire, c'est bien ou pas? Et c'est une sorte des menaces des morts. Et quand il y a une menace des morts, c'est pas impossible qu'il y ait la mort après. Parce que la menace, d'accord, on est capable de supporter. Hein, une menace à mort, je vais te tuer, je vais te tirer une balle dans la tête, mais après, il y a la mort après parfois. Donc, j'essaye de me défaire de cette menace des morts, de cette atmosphère un peu hostile, pour pas dire hostile, de cet harcèlement qu'on devient, ou peu importe, parce que le harcèlement, c'est plus complexe aujourd'hui que le politiquement correct, encore si c'était que ça. Et donc, j'essaye de me débarrasser, mais complètement. C'est comme prendre une douche froide, me dire, bon, la suspension de ça pour écrire. J'espère réussir, hein, mais je ne sais pas. C'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure votre essai qui est malheureusement pas encore traduit en français. Il y a l'éditrice ici. C'était évidemment un clin d'œil en cette direction. Le ruido de una época, où vous avez une remarque très intéressante. Vous dites, au fond, il faut l'adversité en littérature. Vous dites, il faut, pour qu'il y ait Sartre, il faut qu'il y ait Raymond Aron. Pour qu'il y ait Montaigne, il faut qu'il y ait Pascal. Et puis vous dites... Diderot aussi a ses ennemis. Oui, mais vous dites, surtout en 1918, les Allemands ont essayé d'écrire une littérature de vengeance et les Français qui ont remporté la guerre ont essayé de faire une littérature pacifique. Devinez, ajoutez-vous, laquelle des littératures est plus intéressante. Je trouve ça frappant, mais pour dire que vous êtes vraiment dans la confrontation, vous cherchez, vous cherchez vraiment la pointe de la... Enfin, la littérature, pour vous, est dans la... Il y a un côté presque torera, voilà. Vous affrontez le taureau hein, de l'époque. Ça se voit Ah ben, heureusement, oui. Heureusement que ça se voit. Non, parce qu'on dirait que c'est un éloge de dire « Ah, c'est un artiste de son époque. Regardez ce cinéaste, cette réalisatrice magnifique. » Ou cet acteur, ou cette écrivaine, comment il appartient à son époque, elle est extraordinaire. Bien sûr, moi aussi, on appartient fatalement à une époque. Je ne suis pas dans le 15e siècle ou dans le 13e siècle. Les croisades, enfin non, les croisades c'est avant. Mais en même temps, c'est un malheur et il faut faire attention à trop appartenir à une époque. Je ne sais pas, c'est compliqué. Si on n'appartient pas du tout, on reste enfermé dans notre appartement, personne nous lit. On est incapable de parler avec notre époque. Peut-être que ça sera après notre mort, mais on ne l'a pas vu. Mais si on parle trop à notre époque, si on appartient trop à la famille de notre époque, à l'ère du temps, etc., si on parle trop la langue de notre époque, est-ce qu'on est écrivain vraiment? Donc, c'est... Non, mais par rapport à la langue qu'on parlera à la traduction, j'essaye de construire, de faire une composition d'une langue qui appartient fatalement à cette époque, tout en refusant d'appartenir totalement à cette époque. Je ne sais pas si ça se voit, mais... Et avoir des ennemis, c'est magnifique, avant d'écrire. Donc, j'essaye de relire les menaces, les insultes que je reçois, pas tant que ça, parce que je ne suis pas célèbre mondialement pour recevoir des insultes comme d'autres, mais j'ai mes petits insultes que je relise attentivement, parce que c'est très intéressant d'avoir des ennemis pour écrire, ça donne la force de les affronter. Sans ennemis, je ne sais pas comment on fait pour écrire. Non, mais comment on fait je suis incapable, je ne peux pas. Vous parlez de vous démarquer ou de vous démarquer littérairement de l'époque, mais ce que vous disiez tout à l'heure est probablement intimement lié à ça, c'est-à-dire, contrairement peut-être à d'autres époques, peut-être qu'on les a aussi oubliées, les contraintes, mais cette époque se caractérise quand même par un langage extrêmement policé, par un certain nombre de termes qui sont mis à l'index, où on est invité à les éviter, les utiliser. Donc il me semble que cette époque, peut-être que plus que d'autres, est aussi une époque qui limite concrètement le champ d'expression. Et il me semble que vous parliez un peu de ça, si je vous ai bien compris. Dans l'essai, c'est que ça. Et non, j'étais plusieurs fois à Cuba, beaucoup de fois à Cuba,
Et j'avais des amoureux à Cuba, mais cette partie... Bueno, et alors, j'allais tout le temps dans les lectures des poésies à Cuba, bonjour, des lecteurs des poésies, et je disais à mes amis cubains, mais comment ça se fait que ce poème, qui est très transgresseur, qui est presque contre-révolutionnaire, c'est-à-dire révolutionnaire, comment ça se fait qu'il est contre le pouvoir, qu'il se manque de fidèles, ou si à l'époque était fidèle par son frère, comment ça se fait qu'on peut le lire comme ça? Et il m'a dit, mais la magie de ce poème, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est contre-révolutionnaire. C'est-à-dire, il a échappé à la censure. Merci beaucoup. Il a échappé au contrôle officiel, etc., de la censure. Et moi, je dis, bah, c'est parfait, c'est ça qu'il faut faire. L'art, il doit faire ça. Échapper en dansant, échapper au contrôle policiaque de la doxa ou de la bonne-pensance ou des avocats qui travaillent dans toutes les maisons d'édition. Il faut essayer de s'échapper, mais c'est problématique parce qu'en même temps, on a envie d'être édité. Et on a envie qu'ils nous invitent dans les librairies, dans la maison d'édition. On n'a pas envie d'être dans les listes noires. Mais bon, alors dis-nous comment tu fais, puisque ça a l'air de marcher ton... Je danse la danse du cynisme. Non, et il faut maintenir ouais, c'est ça. Il faut être complètement libre sans se suicider. C'est compliqué. Hein, mais c'est juste un peu pour tempérer un peu. Je suis désolé, mais votre livre n'est pas du tout cynique. Je dirais pas ça. C'est pas un livre cynique. Non, mais je dis moi, pas le livre. Oui, mais non, mais peut-être qu'il faut comment dire. Et le malentendu, c'est parfait. Parfois, je écris un truc pas du tout féministe. Il y a tout le monde qui me dit le livre, il est hyper féministe. Je dis, mais c'est génial, le malentendu. C'est-à-dire que le signe politique, idéologique, l'idéologisation de l'art, elle est magnifique parce que parfois, elle est capricieuse, elle est arbitraire. Il te dit, bah regarde, bon, ça m'est arrivé avec des pays, j'ai pas envie de nommer maintenant, mais ça m'est arrivé, tu dis, c'est génial, tu es avec nous. Je dis, pas du tout. Alors, pas du tout, je suis au contraire contre vous, mais si ça passe, quoi, ça passe. Bon, en même temps, j'essaye de penser uniquement à l'art, vraiment d'être orthodoxe dans un monastère de l'art, que ce soit la seule chose qui... Voilà. Je dis juste entre parenthèses que le livre que vous êtes en train de lire s'appelle Le Refus, hein, Imre Kertész, c'est peut-être... C'est la Torah, c'est la Bible. Oui, merci, tu es psychanalyste. Presque, parce que c'est vrai, c'est le refus, comment dire? Oui, le refus. Le refus, c'est vraiment l'éthique d'un écrivain, d'un artiste, parce que peu importe, écrivain, peintre, cinéaste, c'est le refus d'une époque. Oui, exact. Tout contre. Alors, il y a là peut-être où vous pouvez rejoindre vous pouvez être majoritaire, c'est que vous, dans les dédicaces, vous dédiez votre livre à Sophia T, à Delphine Jubilar, Alexia Fouillot. Donc là, on est vraiment dans un autre registre, parce que ce sont donc là, on est dans femmes l'époque, victimes, dont on est dans plein d'autres. J'ai jamais dédié. On en parle en même temps, c'est très argentin ça. Pardon. On parle en même temps. Tu as le côté argentin, j'ai vu tout de suite. Oui, non, mais je te laisse. Non, c'était juste la question. Voilà, En fait, j'ai jamais dédié mon livre à personne, ni à un mari, ni à un amant, ni à un fils, ni à une mère, ni à un père. Personne. Je dédie pas. J'ai pas l'impression que ce soit intelligent ou intéressant de dédier les livres non plus. Ni à des prologues, il n'y a pas de citations non plus. Je déteste. Parce que j'essaye que le livre soit pas un livre. J'essaye de faire autre chose. Mais là, c'était obligé parce que je me suis inspirée. Mais c'est vrai que ça rentre dans l'idéologie de l'époque, donc c'est pour ça que j'aime pas. Je dirais pas l'idéologie, mais il y a un consensus. Oui, il y a un consensus, mais bon, c'était une autre manière. Je me suis inspirée de Sofia Trosinski, c'est une Argentine juive, comme moi, les deux choses, mais sauf qu'elle a vraiment vécu le roman. Elle l'a vécu, elle est en train de le vivre, et moi, je l'ai écrit. Elle était mariée avec un homme français, à côté, enfin pas loin de la campagne où j'habite. Donc le paysage symbolique, l'imaginaire c'est le même, c'est la campagne française. Et les villes moyenâgeuses, catholiques, etc., d'une autre époque. Et elle a eu un problème avec lui, un procès, etc. Et elle est partie en Argentine, s'est cachée, elle est dans la clandestinité la plus absolue, donc on ne peut pas la retrouver. Et elle est partie avec sa fille, parce que sinon la police les prenait, la police...
les prenait, les gendarmes, les prenaient sa fille pour l'emmener chez son père. Donc pour elle, son bourreau, son victimaire, etc. Donc du coup, elle m'a inspirée tout le temps parce que j'avais panique, j'avais un panique fou, comment dire, plus que panique. J'avais la peur absolue de devenir elle. Donc j'ai écrit le roman pour pas devenir elle, pour pas devoir me cacher dans la clandestinité. Donc bien sûr, c'est dédié à elle. Et qui est encore dans la clandestinité en Argentine. À la présentation en Argentine, il y avait son père. Et Delphine Jubilard, parce que je suis allée dans son village, de la ville où il a été... Enfin, il a disparu avant Noël, au milieu de la nuit, les chiens Enfin, les chiens et ses 2 enfants petits en bas âge, bébés au lit, dans le berceau. Et il a disparu et on ne sait jamais ce qui a fait d'elle, son mari. Et Alexia Fuyó, Daval Fuyó, ça a été un cas très connu ici. En Argentine, on ne connaît pas, mais ici, c'était célèbre. Aussi, je suis allée dans la ville où elle a été tuée. J'ai lu tout, j'ai tout regardé, les séries. J'ai la photo de lui, de l'assassin dans mon téléphone. Et partout, j'essaie de montrer à mes enfants des photos. Il y a l'assassin qui apparaît. Et Nina Fonseca, parce que c'est une amie argentine qui a été tuée ici dans une voiture. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de voitures dans les crimes. Et tout le roman, c'est sur une voiture. Hein. Et après, je me suis rendu compte, parce que c'est magnifique un livre, c'est une sorte de séance psychanalytique aussi. Il y a des psys. Parce qu'il y a beaucoup de gens de ma famille qui sont morts, tués dans des accidents de voitures. J'ai toujours considéré la voiture comme une arme à feu. Donc la voiture, elle est aussi entre la vie et la mort tout le temps. Hein. On ne sait pas si elle va avoir un accident. Alors oui, j'ai écrit ce livre à l'ombre de ces femmes qui ont été tuées. Il y a dans Crève mon amour, alors j'allais de toute façon poser la question, est-ce que c'est la même narratrice? Est-ce que c'est la narratrice qui est un peu... Enfin, dans Crève mon amour, elle n'a pas des jumeaux, mais c'est une femme qui est quand même à beaucoup d'égards... proche de la narratrice, donc d'erreur de jugement. Oui, c'est intéressant la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je ne sais pas si c'est la question, mais je la reformule. Oui, non, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre Mata te amor, Crève mon amour, Die my love 2012, parce que c'était 2012. D'accord. C'est pas grave. Et 2022, 23, Perdre el juicio, horror de jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. C'est vrai. Et Crève mon amour, elle laissait son enfant à son mari. Et 10 ans après, il revient le kidnapper, cet enfant qu'il a laissé à son mari. Donc, je pense qu'elle vient pour la revanche, pour... On va peut-être le savoir dans un prochain. Non, mais c'est ces films qui commencent avec quelqu'un qui ouvre la porte et qui a envie de se venger. Je pense que c'est ça qui l'anime, l'envie de faire justice pour elle. Est-ce que c'est un livre vengeur? C'est une question que j'allais vous poser. Pour moi, oui, mais après, c'est pas moi qui sais. C'est le lecteur qui sait. Non, mais je trouve que c'est le dénouement logique de... Pour toi, c'est logique, quoi. Oui, c'est logique. C'est logique. Oui, quelqu'un te prend ton enfant, tu vois, et tu le kidnappes. Parce qu'il y a en dehors de la personnalité donc de la narratrice, j'y ai pensé tout à l'heure parce que vous parlez des voitures et du côté dangereux de la conduite. Oui. Il y a un accident spectaculaire dans Crève mon amour, ou un accident de voiture où le chien finit par être tellement blessé que la narratrice va l'achever. Enfin, on est vraiment dans une violence pure. Et puis l'autre parallèle que j'ai trouvé, et ça c'est une question plus centrée à nouveau sur erreur de jugement, parce que c'est quand même de ce livre qu'on parle, je trouve dans les deux livres très belle la présence de la nature. C'est-à-dire, c'est pas une présence décorative, c'est une forêt qui est là, mais il y a quelque chose de presque, je dirais, c'est presque cinématographique. Donc on est dans la nuit du chasseur, presque. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a beaucoup d'insectes, hein. Il y a aussi des chouettes, il y a des porcs épics. J'ai fait la liste, je ne me rappelle plus. Quelques-uns, il y en a beaucoup. Et c'est vraiment fascinant parce que c'est une nature qui n'est pas... Elle est à la fois féerique, elle est menaçante, elle
Elle n'est pas jugée, mais elle est présente et elle agit sur le personnage principal, elle agit sur les scènes. Il y a l'Antéchrist aussi de Lars von Trier, où la nature a quelque chose de presque maléfique. Ici, elle n'est pas maléfique, mais elle est... voilà, elle agit vraiment, c'est une nature agissante. Elle n'est ni positive ni négative, et je trouve ça très intéressant. Oui, là, je viens de me rappeler un souvenir qu'on se souvient toujours avec une amie qui est là, qui était ma prof universitaire. J'étais avec elle dans un café au 13e arrondissement, à la place d'Italie. Hein, tu te souviens? Et j'ai dit, bon, si je me donne ma dernière chance, alors un peu dramatique, tragique, comme je suis exagérée, hein, tempérament marseillais, argentin, et d'exagération, bien sûr, théâtrale. Et j'ai dit, bon, je me donne la dernière... Mais j'avais ce sentiment de me donner la dernière chance. Je disais à mon ami qui est là, je vais partir à la campagne écrire, c'est ma toute dernière chance. Alors je vais essayer, j'étais déprimée, j'ai angoissé, je ne pouvais pas écrire à Paris et pour le bébé, et parce que je ne trouvais pas d'inspiration, je ne trouvais pas cet objet, cette chose qu'il faut achever, je sais pas, parce qu'inspiration, ça semble trop romantique, c'est plus brutal, c'est plus violent, c'est-à-dire... Je ne trouvais pas l'objet pour écrire à Paris. Donc, je me suis donné cette chance d'aller à la campagne et j'ai trouvé l'objet pour écrire. Et c'est vrai que la nature, elle est omniprésente, les animaux, la nature, parce que je passe, quand j'ai le temps, la moitié de ma journée, peut-être 5-6 heures, juste à observer, écrire, intervenir, toucher, vivre la nature. C'est pas que je passe de loin, je regarde, ah, il y a un cerf, ah oui, un chien, ah bon, je vais écrire alors. C'est pas du tout ça, c'est pas contemplation intellectuelle, c'est vraiment être dans la nature, la parcourir, la vivre, pour ensuite essayer de la recréer dans l'écriture. Donc oui, elle est omniprésente et elle m'aide beaucoup à créer les personnages. Bon, beaucoup avant moi, je suis une tradition, hein, mais... Et le côté cinématographique, c'est impossible que ne soit pas présent parce que ma tête, elle est, la moitié de mon cerveau, elle est cinématographique. Elle est pochette d'images. Enfin, c'est pas l'image, c'est... Il y a une logique du cinéma, un tempo, il y a une logique montage. dans la narration même, je dirais, dans la construction des scènes. Mon cerveau. Ouais. J'essaie de rendre les mots, le théâtral et cinématographique en même temps. J'essaie que les mots ne soient pas uniquement littéraires. Donc le cinéma est là, parfois pas pour l'image, parfois c'est le tempo, parfois c'est le montage, parfois c'est la temporalité à l'intérieur d'une image, comme Tarkovsky. Oui, si on veut, il y a même, dans cette logique, il y a même des flashbacks, hein, ces passages en italique où vous revenez donc sur un peu ce qui a fondé cette histoire. Moi, ce qui me frappe là, dans tous tes livres d'ailleurs, c'est qu'ils ne sont pas très longs, mais alors d'une densité... Parce que chaque mot a un poids, chaque mot va réveiller un étonnement. Enfin, chaque mot est comme un coup de... On a travaillé ensemble. Oui. Hein. Parce que c'est mon allié. J'étais contente qu'il ne soit pas mon ennemi. Non, parce qu'on ne s'entend pas forcément... Enfin, oui, moi, je m'entends bien avec toutes les traductrices, mais il n'y a pas plus allié qu'une traductrice. On doit écouter la même musique. Enfin, il s'est passé un truc qui a... Raconte pas des intimités. Non, mais bon... qui a peut-être fait que je suis encore plus entrée dans le livre, là, pour le traduire. C'est que j'ai commencé pendant, je ne sais pas combien de temps, pendant un mois peut-être. Ah oui. L'éditeur espagnol ou l'agent, enfin... a envoyé un mauvais document, un PDF. J'avais le PDF. Et c'était une première version qui n'avait plus grand-chose à voir. Enfin, en tout cas, tout le début était très différent. Et donc, je m'en suis rendu compte, heureusement. Mais au bout d'un mois, j'avais déjà traduit, je ne sais pas combien de pages. J'ai eu une crise cardiaque, tu te souviens? C'était la panique. Et donc, c'était quand même embêtant. Je ne voulais pas mettre... mon amie Juliette dans l'embarras, puisqu'elle avait prévu la sortie de son livre. C'est une petite maison d'édition avec, je ne sais pas combien de sorties par an elle a, mais un trou comme ça peut être quand même très gênant. Donc, je me suis dit, bon, allez,
je vais y arriver, je vais bosser 10 heures par jour et je vais y arriver. Et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, j'étais dans une sorte d'état de transe, c'est peut-être un grand mot, mais il fallait, comme Ariana, elle écrit comme si elle courait après sa plume. Enfin, et ben, il a fallu aussi que je cours, moi, après ce texte en français. Il y a un travail... Ouais. Mais peut-être cette transe, elle était bénéfique au texte. Parce finalement, je me suis demandé si ça m'a pas aidé à trouver le ton, le rythme, l'urgence, parce qu'il y a une urgence là-dedans. Donc l'urgence... oui, un côté à bout de souffle. Oui, c'est ça. Mais même à l'intérieur d'une phrase, comme c'est un monologue intérieur, on peut passer de l'observation à la réflexion, de la réflexion au souvenir. Ouais. Et donc, il faut, en tant que lecteur, il faut être un peu éveillé, il faut suivre, mais c'est toute la richesse de la langue se déplie aussi dans ce côté condensé. C'est ça, et parfois, quand on traduit, on analyse trop, je ne sais pas si mais on analyse en tout cas, on décortique. D'ailleurs, c'est assez terrible, parce qu'on finit par déceler toutes les manies, on voit quand l'écrivain est en train de faire l'écrivain. Toi, ce n'est pas ton cas. Ça m'a... Ah non, parce que j'ai horreur de ça. Si c'était ça. J'ai horreur de l'écrivain qu'on s'est rendu compte que c'est un écrivain, qu'on s'est rendu compte que c'est un roman qui a écrit un écrivain. J'aime pas ça. Vous voulez pas lire un extrait, du coup? Oui, on peut lire. Peut-être, alors ça va c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on a dit, mais il y a des moments où il y a une dimension, parfois dans certaines phrases, il y a une dimension très romantique aussi. Romantique dans le sens presque, pas dans le sens amoureux, mais dans le sens de la conception littéraire au moment du romantisme. Je crois que c'est le moment. Oui, quand j'ai écrit, elle s'était déjà toute morte, mais bien sûr, j'aurais pu parler avec la famille, mais je pense pas que ça aurait été une bonne idée parce que c'était pas un documentaire ou un film ou quelque chose. C'était la pure fiction absolue, l'invention totale, et j'allais tout mélanger parce que je n'étais pas fidèle du tout au crime de chacune. Donc c'était vraiment dans mon imagination et je ne pense pas qu'ils auraient aimé ça. Donc je ne me suis pas approchée, je n'ai pas parlé avec les parents ou autres, les victimes, la famille des victimes. Mais j'ai étudié, mais vraiment j'ai plongé dans ces cas, j'avais comme d'habitude des cauchemars, je pensais tout le temps à elle. C'est pour ça que pour moi c'était juste de dédicacer le livre à ces femmes. Il y avait énorme, je peux pas, si je commence à chercher des femmes qui sont mortes tous les jours, qui sont tuées tous les jours, il y en a combien par pays, par ville, rien qu'en Argentine, combien par jour, en France, féminicide tous les jours, ou en Espagne. Non, c'est pas ça. J'ai pris celles auxquelles je me sentais plus proche de leur tragédie, de leur malheur. Et je me suis aperçue après qu'il y avait la maternité qui tournait autour comme des mouches, la maternité autour de ces crimes. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, Sofia est partie dans la clandestinité avec sa fille, évidemment. Choubilard, Delphine, avec ses 2 enfants qui dormaient, donc atroce, des enfants qui se réveillent, la mère n'existe plus. Et Alexia Fouillot, ex-Dabal, c'était son mari qui l'a tuée, elle voulait avoir des enfants, c'était fou ce désir, on parlait avec ma copine avant. J'étais chère. Bon, et le désir de tomber enceinte, c'était... bien sûr, on sait, si une femme veut devenir mère et elle n'arrive pas, ça rendre folle. C'est une folie, mais contrairement, si une femme ne souhaite pas avoir des enfants et elle est obligée à avoir des enfants, c'est une torture également. Donc le rapport à la maternité, la torture et la folie, pour moi, est là. Et cette femme, Alexia Fouillot-Dabal, elle voulait avoir des enfants, elle voulait tomber enceinte, elle faisait tout, elle avait des crises de nerfs. Et apparemment, lui, il mettait de la drogue, des médicaments dans ses verres pour qu'elle ne puisse pas tomber enceinte, ou qu'en tout cas qu'il a des avortements. Donc le rapport au désir de maternité et la mort est là. Donc c'est pour ça, je ne me suis pas approchée des familles. Oui, alors, bon,
Todo lo que se dice del amor está mal. Todo lo que entienden o dicen entender, mal. El amor es una compensación, una venganza. El amor son cientos de monos agresivos que saquean a los creyentes en la puerta de un templo budista. Cualquier madre a la que le cortan las manos de los hijos o los llevan del otro lado del muro hubiera hecho esto y más. No digo madre porque no es una prueba de amor. La ley no entiende, los jueces no entienden o hacen de cuenta que tienen problemas cognitivos. Violar está permitido como variación del amor desenfrenado, pero secuestrar al amado no. El incesto está permitido como efecto último, pero traficar no. Y hacer justicia por mano propia no es aceptado, pero el robo de bebés sí. Cualquier persona de bien debería estar en la cárcel. Un hijo tampoco es un ser que sale de otro ser. Tener adentro podemos tener muchas cosas. En los laboratorios de Mississippi se les meten órganos de chanchos a las gas. Tout ce qu'on dit sur l'amour est faux. Tout ce qu'on comprend ou prétend comprendre est faux. L'amour est une compensation, une vengeance. L'amour, ce sont des centaines de singes agressifs qui dévalisent les croyants devant la porte d'un temple bouddhiste. N'importe quelle mère dont les enfants se font couper les mains ou envoyer de l'autre côté du mur aurait fait la même chose et même plus. D'ailleurs, mère, c'est même pas une preuve d'amour. La loi ne comprend pas. Les juges ne comprennent pas ou simulent des problèmes cognitifs. Violer est permis comme une variante de l'amour débridé, mais séquestrer l'être aimé, non? L'inceste est permis en tant qu'ultime conséquence, mais dealer, non? Et se faire soi-même justice n'est pas accepté, mais voler des bébés, si. Les gens de bien devraient tous être en prison. Un enfant n'est pas non plus un individu qui sort d'un autre individu. S'il s'agit de ce qu'on a à l'intérieur, on peut avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Dans les laboratoires du Mississippi, on greffe des organes de cochon aux gazelles. Ou ces histoires de cocus qui n'en reviennent pas, mais c'est pas possible, on rentrait d'un voyage idyllique. Qu'est-ce qui leur échappe? Pourquoi ils sont en état de choc? Qu'est-ce qui les impressionne dans les millions de connexions neuronales du cerveau? Bon, je suis allée un peu plus loin, mais voilà. Là, on a vraiment un passage extraordinairement. Oui. On a vraiment un passage. C'est bien la traduction. Oui, en espagnol, c'est bien aussi, il faut dire. Ah bah oui, mais parfois la traduction elle est meilleure que l'original. C'est pas le cas, mais kiff kiff. Mais là, on est en plein dans cette. Dans ce questionnement de la morale contemporaine. Hein. Là, on est vraiment, je pense que là, on a l'héroïne qui est vraiment, qui s'ouvre complètement, parce qu'on a, on pensait tout à l'heure, vous aviez proposé peut-être de lire le passage sur, qui porte sur les dialogues avec l'avocate commise d'office, parce que là, on a vraiment un personnage qui est encore très, qui est encore sur la défensive et qui doit apprendre sur. Une autre question, puisqu'on parlait tout à l'heure de la différence et de l'évolution, disons, à la fois de l'écriture entre les deux livres et puis de la narratrice, c'est que cette fois-ci, de même qu'elle a été, on avait dit que l'environnement n'était pas du tout marqué, oui. Là, cette fois-ci, il est vraiment, le livre est inscrit dans une campagne française très identifiable. En même temps, elle est caractérisée comme juive. Je me suis interrogé sur cette confrontation, tout simplement parce qu'il me semble que l'environnement dans lequel s'inscrit le roman, je dis c'est pas le roman précédent, mais Crève mon amour, avec ce paysage quasi Europe centrale, il y a une vraie correspondance entre une violence atavique entre la diaspora juive et l'Europe de l'Est. Il y a une vraie opposition historique. Or, en France, ça me semble moins, on peut l'argumenter, mais ça me semble moins sensible. Alors, je me suis interrogé pourquoi ce personnage pourquoi la femme est juive, alors que peut-être qu'elle aurait pu être de façon beaucoup plus éloquente, juive, lorsque... Crève mon amour. Donc, Crève mon amour. Ah, bon, comme je ne vais pas chez le psy, il y a énormément de questions. Ça, il y a un avantage, mais il y a aussi le préjudice de ne pas faire de psychanalyse, comme tout. Hein. Il y a les deux côtés. On paye un prix toujours pour tout, alors pour aller, ne pas aller, etc. Donc, je ne vais pas chez le psychanalyste, et donc je paye le prix de ne pas savoir des choses que tu me demandes très pertinentes.
Alors, parce que ça aurait été intéressant de les découvrir psychiquement et dans l'inconscient. Pourquoi j'ai caché, parce que c'était ça, hein, on ne va pas se mentir, pourquoi j'ai caché chez tous mes personnages la condition de, son identité juive. Pourquoi je dis caché? Parce que quand même, il y a un miroir, il y a un effet alter ego, il y a un effet autobiographique indéniable, on ne va pas commencer à mentir, à faire dans le déni. Et en même temps, je n'ai jamais dit directement que mes personnages, ni Crève mon amour, ni La débile mentale, ni Précoce, enfin il y a plusieurs romans qui ne sont pas en France, mais je n'ai jamais dit que c'était des juifs ou des juives. J'ai toujours laissé entendre une atmosphère hostile, entre autres, aux juifs, pas que, mais c'est une façon de... le racisme anti-juif, mais je ne l'ai jamais dit. Et pourquoi oui dans ce roman? Alors, pourquoi? Et je ne sais pas, mais pour une fois... Non, parce que je ne sais pas. Mais pour une fois, je me suis dit, bon, c'est très bien le no man's land, c'est très bien le non-lieu, on ne sait pas, parce que quand je suis allée en Varsovie, tout le monde croyait que Crève mon amour, s'est déroulé dans la campagne polonaise. Hein. Et quand je suis allée en Roumanie, en Serbie, en Israël, en Égypte, tout le monde, ah, c'est la campagne d'ici, la campagne égyptienne, ah oui, je disais oui, bien sûr, c'est pas du tout ça. Et en Serbie, ah oui, sa campagne ici, oui, bien sûr, en Grèce, en Grèce. Alors, moi, à chaque fois, je cachais, j'aime pas trop l'identité fixe des choses, et la littérature, c'est une démarche anti-identitaire pour moi. Mais cette fois-ci, je me suis dit, bon, allez-y, on va dire les choses clairement, c'est la France, et les Juifs, elle part en Argentine vers la clandestinité, vers l'illégalité, c'est caché en Argentine. Mais c'est la première fois, peut-être la dernière fois que je le dirai, parce que dans mes livres précédents, il n'y avait pas l'Argentine comme pays. J'aime pas trop fixer les pays, c'est pour ça que je ne mets pas des prénoms dans les personnages. J'aime pas trop fixer les géographies, les cartographies, je préfère... Mais ce qui est intéressant, c'est que justement l'Argentine, enfin Buenos Aires, elle apparaît énormément avec les rues, un parc ou une place, je ne me rappelle plus. Il y a quelque chose, une topographie du coup très pour la très première précise, fois, peut-être pour la dernière, oui. Parce que c'est un pays où quelqu'un a dit, un policier, ou je sais pas, un avocat, un juge d'instruction, enfin quelqu'un lié à ça, il a dit l'Argentine c'est idéal pour se cacher et ne plus jamais être retrouvé. Hein. Pas seulement parce que c'est grand, hein, le Brésil aussi c'est grand, la Russie aussi, mais l'Argentine avec ce rapport à l'identité, on peut se créer ici aussi, hein, mais des fausses identités, il y a moins des radars, il y a moins des persécutions, c'est tellement grand et on peut se cacher. Donc je me suis dit, si un jour je dois me cacher, je irai en Argentine. C'est un bon endroit pour jamais être retrouvé. On peut devenir un autre. En France, je ferai moi, je n'essayerai pas moi de changer d'identité. Et après, il y a 10 000 interprétations psychanalytiques. Pourquoi elle revient dans son pays, sa langue maternelle, son judaïsme. Est-ce qu'en Argentine, on est plus à l'abri en étant que juif qu'ici, qu'en Europe? Il y a plein de questions. Mais bon. Je voulais juste vous citer la phrase que je cherchais tout à l'heure, parce que pour cette dimension un peu, enfin, celle que je cherche véritablement, je l'ai trouvée. Elle est partie en Argentine. En amour, il arrive un moment où on ne souhaite même plus que ça s'arrête. C'est pas seulement l'amour qui s'en est allé, c'est aussi la simulation, la répétition, la jalousie et le sarcasme inhérent à l'amour. Là, il y a quelque chose, il me semble, d'à la fois une recherche de pureté presque, et ce constat que cette pureté n'existe pas, n'est plus possible. Et là, je trouve que vous touchez à quelque chose qui est un peu, c'est pour ça que je disais un peu contre-intuitif par rapport au reste du roman, mais j'aime beaucoup ça, c'est qu'il y a du coup, il y a quand même un fond, une recherche et c'est peut-être aussi une des boussoles de ce personnage, c'est qu'au fond, il y a quand même une recherche de quelque chose, d'une plénitude comme ça, mais que sa situation. Elle n'est pas qu'une détraquée, un monstre, une fugitive. Et oui. Il y a presque une recherche mystique, mystique, religieuse de l'amour. Oui, parce que mes livres, ils sont tout le temps troués, tout le temps remplis de questions presque, je ne dis pas philosophiques pour parler bien du livre, hein, mais presque philosophiques. Parce que je viens... Pourquoi presque? Non, mais pour ne pas me dire, je ne veux pas m'attribuer la condition physique. Dis-le toi alors. Pour ne pas se dire soi-même qu'on est belle. Et non, mais il y a tout le temps l'intention, les personnages, ils se demandent tout le temps, mais
qu'est-ce que c'est avoir un enfant, mais c'est quoi? Tu vois, sortir de quelqu'un, est-ce que tu deviens mère parce que quelque chose a sorti de toi? Est-ce que ça existe, l'amour démoni, débarrassé du cynisme, du sarcasme, de la cruauté? Est-ce que ça existe? Du simulacre. Des simulacres, tout à fait, merci, parce que c'est moi moral. Est-ce que ça existe, l'amour entre deux personnes? Là, voici, donc, dans les 4 murs, à l'intérieur, sans simulation. Sans faire semblant, sans faire la comédie de la maternité. C'est vrai. Et en fait, on ne sait pas. Là, il y a une ambivalence qui est toujours là. On ne saura jamais. On n'aura pas le fameux Oui, non, justement, j'allais un peu dans le même sens. Il y a, là encore, je trouve qu'il y a quelque chose de très surprenant dans la chute, dans la dernière phrase du roman. Où tout se retourne d'une certaine manière, parce qu'elle a quand même lutté sur 140 pages pour retrouver ses enfants. Et je m'excuse par avance pour lire votre traduction. La nuit tombe, nous ne sommes plus à leur portée. J'ai bataillé pour les avoir avec moi, mais avant même de naître, ils n'ont eu qu'une finalité, la fin tragique de notre couple. Donc du coup, il y a presque une antinomie entre avoir les enfants et la vie de couple. Il y a quelque chose de très surprenant dans cette lutte. Et là encore, je trouve qu'il y a quand même une dimension très au fond, une soif d'absolu, d'une relation épanouie, mais qui serait mise en danger par la présence des enfants. Une déclaration pour le moins anti-bourgeoise. Et non, c'est-à-dire que peut-être une des hypothèses, parce que si un livre donne une seule hypothèse, pour moi c'est une erreur, c'est un mauvais livre. Il faut absolument qu'il y ait plusieurs hypothèses, plusieurs rapprochements, plusieurs façons de le lire, vraiment, mais même radicalement opposées. Mais c'est vrai qu'elle dit, est-ce que les enfants ont eu le but, à détruire le couple? Au contraire, pas les enfants, je ne dis pas que j'invente quelque chose, qu'il y a eu mais c'est pas que les enfants, ils ne viennent pas unir deux personnes, mais à faire le boycott de l'amour, à asphyxier, boycotter l'amour. L'enfant, le fils, comme boycott d'un amour romantique. Oui. C'est une vision d'elle, mais elle est pas très conventionnelle non plus. Elle regarde tout d'une autre manière, non? Oui. Et je ne sais pas si ça donne envie de lire. Mais on va voir, peut-être qu'on ouvre. Peut-être que vous êtes prête à affronter des questions, une ou deux? Oui. Comme ça, les gens... voilà. Bon, on est là. Vous êtes entre des cultures. Est-ce qu'il y a une différence entre, disons, l'Argentine et la France? On peut l'élargir entre l'Amérique latine et l'Europe. Voilà. Ah, par rapport à ça? Oui. Ah, merci beaucoup. Bon, on parle toujours d'un livre qui n'est pas en France, mais voilà, qui fait écho d'une manière intellectuelle à tous mes romans. Finalement, c'est le métatexte, c'est la dimension intellectuelle, éthique de mes romans de fiction. Avant, c'est vrai que j'habite, comme plusieurs écrivains, entre deux langues, deux cultures, et deux façons donc de réfléchir à la littérature. Et j'adore aller d'un monde à l'autre pour essayer de voir les différences. Et c'est parfait ta question. Et avant, je remarquais beaucoup plus de différences entre l'Amérique latine et l'Europe par rapport à cette atmosphère qui a toujours existé, mais qu'en ce moment, peut-être qu'elle est... elle est plus radicalisée, cette atmosphère de dangerosité par rapport aux écrivains, où on est un peu harcelé, on doit faire des déclarations pour ou contre pour accéder à aller dans les festivals. Attention, il y a beaucoup d'écrivains qui acceptent cette condition. Ah, dites-moi que vous êtes pour ou contre, en général c'est contre, pour aller dans tel festival. Ah oui, je suis contre. Il déclare aussitôt, parce qu'il faut déclarer ça pour aller dans les festivals ou recevoir des prix ou être dans les shortlists, etc. Donc cette menace avant, cet harcèlement, je remarquais avant que c'était beaucoup plus accentué, radicalisé en Europe, omniprésente en Europe, pas seulement en France, c'est pour ça que je dis Europe, parce que je vais dans plusieurs pays, pas seulement ici, qu'en Argentine, Mexique, Pérou, la Colombie, etc. Maintenant, via le cosmopolitisme et via les réseaux sociaux,
c'est un peu pareil. Sauf que c'est un peu moins dangereux en Amérique latine, je trouve. C'est un peu plus symbolique et moins des passages à l'acte. Enfin, j'aurais plus peur ici que là-bas. Mais le climat, c'est le même. On est dans la même maison, seulement qu'il y a des différentes chambres. Mais la maison, c'est la même. Je trouve que la condition existentielle compliquée d'aujourd'hui des artistes, c'est un peu le même dans le monde. En Occident, après, en Orient, je ne sais pas, je parle d'Occident. Non, c'était parce que aussi bien dans Crêpe mon amour que dans ce dernier, tu décortiques l'amour dans toutes ses formes, l'amour-passion, l'amour de couple, l'amour envers les enfants. Mais il y a aussi toute cette violence, non? Il y a pour moi, dès qu'on commence à lire, il y a aussi les fantasmes de l'infanticide aussi qui planent. On pense que cette femme qu'elle adore ses enfants, mais elle pourrait à tout moment les tuer aussi. Pour plein de raisons. Parce que, comme vengeance, et voilà, je me disais à quel point donc tu avais travaillé avec cette idée d'une espèce de m'aider femme méchante ou pas. Oui, c'est vrai, absolument. Il y a eu une version précédente, parce qu'il y a eu plusieurs versions de ce roman. Il y a eu une version totalement écrite par des dialogues, en dialogue, sans la prose. C'était que des dialogues, on dirait une pièce de théâtre. La dramaturgie presque. Après, il y a eu une version complètement écrite de la part de la point de vue du monologue de Louis, du mari. Et après, il y a eu une version où, à la fin, la femme et l'homme, le couple diabolique, démoniaque ou pas, ils sont dans une sorte de forêt ou stop à côté de l'autoroute, là où on s'arrête parfois, les enfants ils font pipi parfois, etc. On s'arrête 2 minutes. Et là, ils étaient en train de discuter, comme d'habitude, entre les deux. Et sans se rendre compte que les enfants, ils étaient partis, et il y avait la mort de ces enfants, faute à qui, on ne sait pas, à lui, à elle, aux deux. Mais je n'ai pas supporté ça, alors que je n'ai pas des limites moraux d'ordre moral. Mais en même temps, c'est compliqué. Il y a des limites, oui, il y a des limites, non. Il y a des limites, oui, mais ce n'est pas pour moralité ou autre. Je n'ai pas supporté la fin et je l'ai laissé sauver. Mais ce n'était pas l'autocensure, je ne sais pas ce que c'était. Mais en tout cas, oui. Et j'ai beaucoup mis la tête dans les mères, les femmes qui tuent leurs enfants. J'avais une voisine à Orléans, parce que j'habitais à Orléans quelques mois seulement, il y a longtemps. Avant d'habiter à Paris, j'étais à Orléans. Et il y avait une voisine très jeune qui avait son bébé. J'ai vu toute sa grossesse, je l'ai vu parce que bonjour, au revoir. Et quand elle est née, elle a tué, elle a assassiné son bébé avec des ciseaux. Et j'avais vu toute sa grossesse. Je l'avais vu tout. C'est un roman, une grossesse. C'était un roman, c'est 9 mois. C'est un film, c'est un roman, c'est une vie. Je l'avais vu toute et je l'ai vu après la destruction. Donc je me suis approchée de ces femmes pour essayer de comprendre. Parce que bien sûr, écrire, c'est pas juger, c'est comprendre. Cette phrase de Spinoza que j'adore, ni aimer, ni haïr, comprendre. Donc mon but, c'est comprendre les personnages. Jamais me permettre de les juger. C'est quelle horreur. Si je commence à juger un personnage, j'arrête d'écrire. Alors oui, le fantasme, le tabou des infanticides était là, c'est vrai. Il y a, juste pour aller un peu dans votre sens, la question, la violence non pas vis-à-vis des enfants, mais entre le couple. Il y a une phrase absolument extraordinaire où vous dites, où on lit donc... ils se sont retrouvés sous le pont où ils sont allés se battre, le couple, avant d'aller coucher les nouveau-nés. Il y a quelque chose c'est presque en se donne rendez-vous. Mais s'embrasser aussi. Hein. Alors ils font l'amour sous le pont, après ils se battent sous le pont, après ils vont coucher. Donc il y a quelque chose. La violence, elle est vraiment constitutive à la fois de l'amour et de la vie familiale. Et tout ça en une phrase. C'est pour revenir à cette façon de. Oui, mais ce n'est pas ma faute. Hein. C'est la faute de l'amour qui est mal fait. C'est la littérature. Ah oui, non, parce que parfois c'est facile de dire vous êtes trop sordide, trop violente, l'apologie de la violence. C'est pas moi, c'est l'amour qui est violent. C'est Eros et Thanatos, c'est toujours, on sait bien que ça va ensemble. Non, parce qu'au nom de l'amour, on commet les pires atrocités, on le sait. Ah, moi je l'aimais tellement, je comprends pas la bonne presse qui a l'amour. Je l'aimais, mais oui, mais au nom de l'amour. Hein, les pédérastes, ils disent qu'ils aiment beaucoup les enfants.
les pédophiles. Enfin bon. Donc oui, j'essaye de... C'est juste ça, dans la même phrase, dans la même construction sémantique, dans la même phrase, essayer d'avoir et l'amour et la haine, la tension dans la même phrase, c'est vrai. C'est pour ça que pour finir, hein, parce que les empanadas, tout ça, et le vin, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est une photo d'un couple en France, toujours la guerre, toujours la France, l'obsession de la France, la guerre. Parce que dans d'autres romans, bon, qui ne sont pas ici, il y a aussi des peintures, des tableaux de la France. Donc voilà. Et c'est pour ça que ce baiser, c'est si romantique et si violent en même temps, non? C'est presque une menace. Et en même temps, c'est très Hitchcockien. Oui, peut-être. Mais il y a une menace. Hein. On ne sait pas s'il est en train de l'étrangler comme elle toussait à sa femme ou s'il l'aime avec dévotion.